Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer réellement les chiffres que génère un de mes appartements en location courte durée dans le centre-ville de Toulouse. Je vais absolument tout vous montrer, mes dashboards avec mes statistiques, vous allez voir combien je gagne par mois, vous allez voir comment je remplis, vous allez voir tous les coûts fixes que j'ai et le vrai cash flow que j'arrive à générer grâce à cette opération. Je vous fais cette petite introduction avant de passer sur mes écrans, mais vous inquiétez pas, on va vite décaler sur mes outils pour que vous puissiez avoir tous les chiffres sous les yeux. Mais je trouve ce genre de vidéo intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet aussi de comprendre ma réflexion, forcément parce que je vais recontextualiser un petit peu le projet. Pourquoi j'ai acheté, quel était le projet initial, quelles difficultés j'ai pu avoir pendant le chantier, pendant l'exploitation, et enfin comment je m'en suis dépatouillé et comment j'ai réussi à m'en sortir. Ce qui est intéressant avec cet appartement que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que c'est un appartement en centre-ville de Toulouse, mais qui représente vraiment la moyenne des appartements que j'ai en termes de standing, en termes de surface. Alors, vous allez le voir que j'ai acheté un poil plus cher que ce que j'achète normalement parce qu'il y avait un autre projet derrière et je vais vous l'expliquer aussi. Mais je voulais vous faire vraiment cette vidéo pour vous montrer la réalité du projet, la réalité du terrain et passer tout simplement de la phase projet à la phase concrète exploitation. Maintenant que j'ai plusieurs mois de location, étant donné que c'est un appartement que j'ai lancé à la location en avril 2023. Donc je vous fais cette vidéo en octobre 2024. Donc pour vous contextualiser un peu la chronologie du projet, ça fait voilà, plus d'un an et demi que j'ai cet appartement-là qui est à la location et qui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, représente assez bien la moyenne des appartements que j'ai aujourd'hui. Avant de décaler réellement sur mes écrans, vous avez dans la description de cette vidéo un lien vers une formation 100% offerte que j'ai mis en place qui dure plus de 2 heures dans laquelle je vous livre vraiment un contenu de haute qualité. Je vous apprends comment trouver une bonne affaire, comment vous la faire financer et dans un troisième temps, on verra les éléments clés importants pour réussir à passer de 1 à 10 biens immobiliers dans les 3 prochaines années. J'en ai terminé avec cette petite introduction, on passe de suite sur mon écran. Allez, donc on est sur l'écran. Donc comme je vous l'ai précisé, c'est un appartement que j'ai mis en location en avril 2023, mais que j'ai acheté en septembre 2021. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est quand même passé un peu plus d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas juste été le chantier. Alors en effet, le projet initialement, c'est que c'était un appartement en dernier étage, hein, vous le voyez ici sur les quelques photos, là, on est mansardé sous les toits, et je voulais surélever. Le petit problème que j'ai eu là-dessus, c'est que c'était une surélévation en copropriété. Hein, j'ai pas racheté tout l'immeuble cette fois-ci. Donc, je me suis heurté à des copropriétaires qui étaient hostiles à cette surélévation. Sauf que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Entre-temps, j'ai quand même posé un permis de construire, j'ai fait différentes AG, j'ai présenté des projets aux copropriétaires. Ils m'ont dit oui à un moment pour au final me dire non. Donc bon, in fine, ça m'a coûté un an. Mais je savais à quoi m'attendre et on va dire que j'étais en connaissance de cause. Je savais que c'était compliqué de faire une surélévation en copropriété et je me suis dit, bon, ok, c'est un appartement qui peut quand même tourner même s'il n'y a pas de surélévation. C'était défoncé, hein, c'était des greniers dégueulasses. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien là sur mon Instagram de mon compte Patreon Group, qui est le compte de ma foncière sur lequel j'ai publier toutes les photos de mes chantiers. Donc vous verrez ce chantier-là, c'était un sacré merdier au début. Donc c'est un appartement qui est dans le centre-ville de Toulouse. Donc pour ceux qui connaissent Toulouse, rapidement, hein, vous avez donc la gare, pardon, je vais y arriver. Vous avez la gare Matabio qui est ici, là, ce carré orange. Vous avez la grande rue Bayard qui descend à Jeanne d'Arc, l'hypercentre. Hein. Enfin là, on est déjà en hypercentre. À l'intérieur des boulevards, si vous voulez, ici, on considère que c'est l'hypercentre. Et moi, l'appartement se situe ici, rue Belfort. Donc, on est vraiment proche de la gare. Là, on est à même pas 500 mètres. Pour ceux qui connaissent Toulouse, historiquement, ce quartier, c'est un peu un quartier craignos où il y avait des prostituées à l'époque, etc. Mais bon, ça a bien évolué. La place a été entièrement refaite, équipée avec des caméras de sécurité. Donc, c'est quand même un coin qui, ça reste un hypercentre d'une grande ville. En plus de ça, pas très loin de la gare. Donc aujourd'hui, honnêtement, il n'y a aucune grande ville où ça va être vraiment parfait. Oui, on peut croiser un SDF ou quelqu'un d'un peu agressif à 3h du mat, si vous voulez, c'est possible. Donc on n'est pas, je vous l'accorde, dans les plus beaux quartiers de Toulouse, au Carme, etc. Mais on est quand même sur une localisation qui est géniale. Pourquoi? Parce qu'on est très accessible ici au niveau de la gare. Il y a des bus, ici il y a le métro à Jeanne d'Arc, il y a le métro à Marengo ici, donc on a les deux lignes là qui sont présentes. Si on marche un peu plus, on a le métro Jean Jaurès ici qui est pas loin, où là il y a le croisement des deux lignes, voilà, A et B de métro. Donc en termes de localisation, c'est quand même extraordinaire. Voilà, là j'ai les appartements là il y a un petit Lidl pour faire ses courses, sur la rue Bayard, il y a tout, les
boulangerie, etc. Bref. Donc, centre-ville de Toulouse. La surface, c'est 21 mètres carrés Carrez. Donc, il y a une grosse surface qui est mansardée sous les toits, enfin qui n'est plus considérée comme une surface Carrez. Et j'ai, je crois, 15 mètres carrés de surface non Carrez. Mais bon, voilà, c'est un appartement que j'ai acheté de 21 mètres carrés Carrez. Et ça, je vous avais sorti donc l'acte de vente. Bon, j'ai juste caché les informations du vendeur, mes informations à moi. Tac, tac, tac. Et ce qui m'intéresse ici, donc 11 rue de Belfort, hein, c'est ce que je vous montre. Loi Carrez, voilà, 21,67 mètres carrés. Même si en réalité l'appartement est proche des 40 mètres carrés au sol, j'ai acheté 21 mètres carrés Carrez. Donc moi aussi, c'était un argument pour négocier. Dire oui, il y a une surface au sol, mais qui n'est pas de la Carrez. Les greniers sont dans un état, enfin c'était des greniers, hein, vraiment c'était dans un état pitoyable, il fallait tout refaire. Donc moi c'est ce qui m'a permis derrière d'appuyer un petit peu ma négociation et d'arriver sur un prix d'achat à 80 000 euros. Ce qui est honnêtement n'était pas l'affaire du siècle par rapport à ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à acheter. Parce qu'il y avait beaucoup de travaux ici. Voilà, pour 21 mètres carrés, comme je vous ai dit, il y avait de la surface au sol en plus. Donc forcément, la surface au sol, il faut quand même la rénover. Il faut quand même aller poser du sol jusqu'au bout de l'appartement. Là, vous voyez ici, par exemple, je ne vais pas arrêter le plancher ici pour uniquement sur la surface Carrez. Donc en fait, on va mettre un peu plus de travaux pour un appart qui, in fine, ne va pas être très grand. Après, c'est sûr que si c'était une location longue durée, ici, on pourrait aménager des rangements, faire plein de choses qui seraient très utiles. Mais donc voilà, c'était pas l'affaire du siècle, mais j'ai quand même trouvé que le coût était bon par rapport surtout au potentiel de surélévation. Bien que je me sois fait mettre des bâtons dans les roues par les copropriétaires, c'est pas un projet avorté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal copropriétaire qui m'a mis un stop, c'est un propriétaire qui est vieux, qui malheureusement, ou heureusement pour moi, chacun voit midi à sa porte, mais va pas tarder à passer l'arme à gauche, quoi. Donc, tôt ou tard, cet appartement, je vais pouvoir repasser ce projet-là. Et moi, l'argumentaire que j'ai mis en avant auprès de la copropriété, c'est de leur dire s'ils m'accordent la surélévation, moi, en échange, forcément, je rénove toute la toiture du bâtiment à mes frais. Sachant que voilà, c'est une toiture un peu vieillotte, j'avais eu des petits soucis d'infiltration qui ont été réparés, c'était pas très grave, mais on a quand même une toiture vieillissante qui, sous 10 ans, va devoir être entièrement remplacée. Donc ça représente quand même au moins 40 000 euros de frais pour la copropriété, divisé au prorata des tantièmes de chacun, ça fait quand même un billet pour chaque copropriétaire. Donc moi l'argument c'était de leur dire vous me laissez tranquille avec ma surélévation et en échange je vous fais une toiture neuve. Le propriétaire ne veut pas, bloque, mais donc il y a bien un jour où je vais pouvoir récupérer toute cette surface. Et c'est intéressant parce qu'en fait si jamais je peux surélever, déjà je vais récupérer la surface que j'ai non Carrez, donc je vais avoir tout mon plateau qui va être au bon niveau et qui va être très intéressant. Et en plus de ça je vais avoir un étage de plus. Donc là j'ai quasiment 15 plus 40, j'ai 60, on va dire que j'ai 55-60 mètres carrés de surface plancher à créer et à gagner. Donc en construction, on est à peu près à 2000 euros du mètre, à 2500 euros on va dire avec le second œuvre, mais dans ce quartier-là, ces surfaces se revendent au moins 6000 euros du mètre. Donc on voit qu'on a une marge au mètre carré qui est colossale et une belle plus-value le jour où la surélévation sera faite. Donc comme je vous l'ai dit, 30 000 euros de travaux, c'était dans un état pitoyable, 6 000 euros environ de frais de notaire, alors ça c'était 5 800 et quelques, je vous ai mis 6 000 pour arrondir, ça fait un global à 116 000 euros. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en général, quand j'achète des appartements d'une vingtaine de mètres carrés, Carrez, je les achète pas 80 000, je les achète 75, 78, bon allez, entre 75 et 82 000 euros. Voilà, on est à peu près dans cette fourchette-là. Par contre, je mets pas 30 000 euros de travaux. En général, sur 20 mètres carrés, j'arrive à les faire rénover pour 17 18 000 euros. Donc là, j'ai eu un gros billet de travaux plus élevé. On voit, il y a 10 12 000 euros de trop, entre guillemets. Et si on enlève 10 12 000 euros de trop, on se retrouve ici à 105 000 euros environ, 104 000 euros, qui est vraiment moi le prix sur lequel j'arrive à arriver. C'est mon prix d'atterrissage moyen quand je fais des studios. Et même sur des immeubles, in fine, quand j'achète un immeuble que je refais entièrement, etc., il faut que mon studio fini sorte à 100 000 euros. C'est vraiment mon point de repère là-dessus. Ça, encore une fois, forcément à adapter en fonction de votre marché, en fonction de tout ça. Donc, vous avez ici une petite photo de l'annonce. Voilà, c'est l'appartement Le Belfort, grand T2. Alors, j'ai installé les climatisations. Donc, je suis quand même dans un prix assez cher ici.
je suis sur les prix hauts du marché. Pourquoi? Parce que l'appartement n'est pas ultra standing en termes d'ameublement, hein. Vous le voyez ici, c'est propre, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, j'ai ces petits équipements comme la pompe à chaleur, climatisation, qui permet quand même d'amener du confort, d'ajouter du confort, et surtout, encore une fois, j'ai une localisation qui est parfaite. Donc, au niveau ici de mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je gagne? Ça, c'est les imprimes écran de mon outil Channel Manager sur lequel je lis tous mes appartements. Donc, vous voyez, là, je suis en 2024, octobre, et je suis bien sur l'appartement Le Belfort, grand T2 climatisé. Donc, si on regarde, voilà, octobre ici, 2024, on est à revenu net 1724. Et ici, donc, vous voyez, en octobre, tac, 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 octobre ici, 1724. Donc c'est juste les copies écran de mon Channel Manager que je vous ai mis là-dessus. Le Channel Manager, c'est juste l'outil qui me permet de centraliser la gestion de mon annonce et d'avoir dans les statistiques d'une part les stats Airbnb et d'autre part les stats Booking. Parce que si je vais sur Airbnb, je vais pouvoir vous montrer les stats Airbnb, et si je vais pas sur Booking, par contre, vous ne verrez pas les stats Booking. Donc c'est pour ça ici que je ne suis pas sur Airbnb ou sur Booking, mais que je suis sur mon Channel Manager. Donc en juillet 2024, donc je vous l'ai dit, hein, je l'ai mis en loc avant, mais je suis à peu près sur ce rythme-là de location, mais je vous ai mis que les 4 derniers mois pour pas non plus faire, je vais pas vous mettre 12 imprimes écran. Donc taux d'occupation 100%, j'ai eu 0 nuit de disponible en juillet, ça a été occupé à 100%. J'ai eu un chiffre d'affaires brut de 2068 euros, sur lequel les plateformes de location ont pris 143 euros de commission, donc Airbnb Booking, ce qui me fait un revenu net de 1824 euros. En août 2024, même réflexion, donc là 94% de remplissage, donc on voit que j'ai eu seulement 2 nuits qui ont été non louées, un chiffre d'affaires brut de 1864, 100 euros de commission, donc un revenu net de 1670 euros. Le revenu net, ça c'est vraiment l'argent que j'ai touché, qui est arrivé sur mon compte après déduction des commissions par les plateformes. En septembre 2024, donc même réflexion, on est à 100% d'occupation, 0 nuit disponible, 1926 euros de chiffre d'affaires brut, 173 euros de commission, soit un revenu net de 1659 euros. Et enfin sur octobre, alors à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est le 23 octobre, il me reste une nuit encore à louer là en fin de mois, donc il y a 3 nuits non louées, donc j'en ai eu 2 en début de mois, alors parce qu'il y a eu une annulation de dernière minute et j'ai monté les prix très haut pour pas, en gros, la réservation de dernière minute, si vous voulez, a été payée, mais ça m'a libéré le calendrier, donc ça m'a considéré comme des nuits restantes. Et pour essayer, on va dire, de vraiment gonfler mon chiffre d'affaires là-dessus, j'ai mis le prix beaucoup plus haut sur ces 2 nuits en me disant, bon, de toute façon, elles ont déjà été payées. La personne n'est pas venue et a annulé la réservation le jour même, je crois que c'était vraiment le jour même de son arrivée. Et j'ai peut-être été trop gourmand parce que, in fine, ces 2 nuits, je les ai pas remplies. Donc j'aurais peut-être mieux fait de remettre un prix normal, on va dire, pour peut-être essayer de doubler le prix, pour doubler ces 2 nuits qui étaient vides. Bon, voilà, toujours est-il que du coup, j'ai 3 nuits restantes ici, donc parce qu'il y en a eu 2 en début de mois et j'en ai une d'ici la fin du mois qui est encore pas louée. Mais malgré ça, je suis déjà à un chiffre d'affaires brut de 2062 euros et après déduction des commissions, 1724 euros de revenus nets. Donc si on fait la moyenne des revenus nets sur ces 4 derniers mois, ça fait une moyenne à 1719 euros par mois. Donc un calcul de rentabilité, donc là j'ai fait la calcul de renta brut pour pas rentrer dans le détail avec les charges, etc. Donc le revenu mensuel multiplié par 12 mois, la moyenne du revenu mensuel fois 12 mois, divisé par le coût total d'acquisition et multiplié par 100. Ça, c'est le calcul d'une rentabilité, donc on tombe à 17,80 brut. Maintenant, au niveau des charges, je vous ai mis ici que j'ai 932 euros par mois de charges, et là, j'ai un petit Excel ici dans lequel j'ai le détail, vous voyez, par appartement, donc là, j'ai le détail de mes rentabilités et un petit tableau avec les charges récurrentes pour chaque lot immobilier que j'ai. Donc sur cet appartement-là, ce qui avait été un peu particulier, c'est que j'avais, pour pouvoir passer auprès de la banque, pas pris beaucoup d'enveloppes travaux sur mon crédit immobilier. Et par contre, j'étais revenu à l'assaut derrière avec un crédit conso. Donc ça, c'était vu avec le directeur d'agence qui m'avait dit, écoute, vaut mieux qu'on fasse comme ça pour rester en dessous de certains indicateurs et qui me permettait, moi, d'avoir beaucoup plus de facilité pour le financement des travaux à ce moment-là.
Donc c'est pour ça que j'ai quand même ici beaucoup de mensualités. Maintenant, la somme du crédit immobilier, c'est 452 € par mois. Et le petit crédit conso qui est que sur 7 ans, s'il y a 20 000 € je crois sur 7 ans, ça fait 222 € par mois. Donc techniquement, je pourrais presque faire sauter cette mensualité aujourd'hui et mettre un virement pour rembourser, pour solder et terminer. Pour l'instant, je préfère garder ma trésorerie plutôt que de solder ce petit crédit conso, mais c'est sûr que j'irai pas au bout. Donc déjà, ça me fera économiser des intérêts et en plus de ça, ça me fera récupérer du cash flow. Donc 932 € ici de charge mensuelle, c'est comprenant, alors attendez là, je suis en train de faire n'importe quoi, de modifier ma formule, mais voilà, c'est comprenant ces 222 € de mensualité qui, je vous le dis, sont pas vraiment un crédit immobilier à part entière, c'est un crédit conso sur 7 ans qui sera soldé avant. Bref, voilà, ça a été monté comme ça, donc pour l'instant, je le compte dans mes charges. Au niveau de l'assurance PNO, la propriétaire non occupant, donc ça me coûte 24,45 € par mois, x 12, soit un total de 293. L'assurance emprunteur, j'ai 11,93 € d'assurance emprunteur. Électricité, donc basée sur la moyenne en 2023, j'ai 70 balles d'électricité par mois. L'eau, alors c'est inclus dans mes frais de syndic, là, étant donné que j'ai pas l'immeuble, je ne suis pas au courant du détail de ma consommation d'eau, enfin les relevés sont faits directement par le syndic. Au niveau du syndic, donc ça me coûte 309 €, donc ça c'est basé sur les 4 trimestres que j'ai payés en 2023. Donc, parce qu'encore une fois, étant donné que j'ai beaucoup de surface au sol mais peu de surface carrée, au niveau des tantièmes, au niveau de ma cote-part dans la copropriété, mon appartement pèse pas lourd, donc j'ai très peu de frais. De toute façon, 309 €, je crois que voilà, je devais avoir. Ça me fait quand même bizarre. Je crois que j'ai dû oublier peut-être un trimestre parce que je crois que je suis à 80 et quelques euros. Attendez, si je fais 80 x 4. Non, c'est ça, 320, 309 €. Donc on est bien à 309 € sur l'année. Donc j'ai à peu près 80 € par trimestre de frais de copropriété. Donc la CFE pour l'instant c'est une estimation. Alors la CFE, ça encore une fois, si vous faites de la location longue durée, vous ne l'avez pas. Mais quand vous êtes en courte durée, vous payez la cotisation foncière des entreprises basée sur votre chiffre d'affaires. Donc là je suis parti sur 400 € d'estimation parce que je ne l'ai pas encore eu étant donné que j'ai été exonéré la première année, donc 2023. Et donc je l'aurai normalement je pense en 2025 pour 2024, non, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore. Taxe foncière que j'ai payée l'an dernier, donc 822 €, ça c'est un peu élevé pour le coup, mais bon, on est dans l'hypercentre de Toulouse, hein, c'est la même taxe foncière pour tout le monde. Et internet, j'ai un abonnement à 25 € par mois x 12. Donc tout ça me fait un total mensuel de 932 € de charge, soit 1195 € à l'année. Donc si je reviens ici sur mon petit tableau, on voit que donc sur mon revenu net moyen de 1719, si je viens y déduire 932 € par mois, ça fait un cash flow mensuel restant, donc un excédent de trésorerie de 787 €. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est 787 plus techniquement 222 parce que cette enveloppe crédit, je vous dis, je ne vais pas la garder longtemps, je pourrais la solder maintenant. Donc si vraiment... et en fait, ce qui est particulier, si vous voulez, c'est que si j'avais pu faire de manière classique, prendre de manière classique sur mon prêt immobilier 20 000 € de plus, je l'aurais fait. Ça m'aurait fait passer de 452 € de mensualité à peut-être 500 € par mois. Mais ça m'aurait pas coûté 222 € de plus. Là, vous allez me dire pourquoi du coup tu as pris ça qui te coûte cher. Ben, j'ai pris ça parce que c'était la seule manière à ce moment-là, par rapport à ma situation en 2021 qui a bien évolué depuis, mais d'avoir mon financement. Donc c'était plus facile, et c'est un peu la tristesse en France, hein, c'est que c'est facile de faire un crédit conso pour acheter une bagnole à 20 000 €. Par contre, quand il faut tirer 20 000 € de plus sur une enveloppe immobilière pour faire un chantier sur un appartement qui est très rentable et qui tournera très bien, c'est plus compliqué. Donc, in fine, je vous dis, j'aurais pu ici peut-être avoir, au lieu de 452 € de mensualité sur mon crédit immobilier, peut-être 500 €, donc j'aurais monté de 50 €. Par contre, j'aurais pas eu ces 222. Donc, techniquement, vous voyez, si j'ai 52 plus sur mon crédit immo, mais que j'ai pas 222, on va dire qu'allez, j'ai, on va dire 180 € de plus ici de cash flow à aller chercher sur une opération, on va dire vraiment classique. Si ça avait été fait de manière ultra classique, ultra bon élève, on va dire que j'aurais 180 € de plus de cash flow là-dessus. Je ne sais pas si vous me suivez dans le raisonnement, mais globalement l'idée est là. Donc 787, 887, 987, voilà, 900, on va être entre 950 et 1000 € ici de cash flow par mois. Donc le cash flow réel, alors comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez bien compris, mon cash flow réel aujourd'hui c'est 787 € par mois parce qu'il y a ce montage avec ce prêt conso, ce crédit conso pour financer les travaux, mais qui in fine
si ça avait été fait de manière classique, serait du cash flow ici en plus, étant donné qu'on annulerait cette mensualité, mais qu'on augmenterait un petit peu la mensualité du prix immobilier. C'est un petit peu barbare, là, je m'en rends compte en vous l'expliquant, mais je pense que si vous êtes concentré et que vous l'avez suivi, vous l'avez compris. Donc voilà, cash flow réel d'un appartement comme ça, si vous passez de manière classique, c'est entre 950 et 1000 euros par mois. Maintenant, petite chose que j'aime bien aussi mettre en perspective, c'est que tous les mois, je paye des crédits, bien évidemment, je rembourse mes crédits, mais dans ces crédits, vous payez une part d'intérêt et une part de capital. Ce qui est intéressant ici, c'est que le capital que vous remboursez, alors c'est pas du cash flow, c'est pas de l'argent que vous avez sur votre trésorerie, sur vos comptes tous les mois. Par contre, c'est quand même de l'argent que vous remboursez qui vous appartient désormais. Si vous revendez l'appartement aujourd'hui, vous allez récupérer le capital que vous allez rembourser. Donc, in fine, c'est comme si vous gagniez de l'argent tous les mois sans trop vous en rendre compte en remboursant votre capital. Aujourd'hui, sur cette mensualité à 452 et l'autre mensualité à 222, si je cumule le capital que je rembourse sur ces deux mensualités, on est à peu près à 350 euros. Je dis environ parce que c'est un montant qui évolue. Vous savez, au début des prêts, on rembourse beaucoup d'intérêts et peu de capital, et plus ça va, plus on rembourse de capital et moins on rembourse d'intérêt, parce que normal, la banque veut se payer au début, et ensuite vous paierez plus tard votre capital. Donc là, voilà, pour l'instant, on est à peu près à 350 euros par mois de capital. Donc techniquement, moi j'aime bien aussi mettre ça en perspective et dire que oui, c'est pas du cash flow que je gagne réellement par mois dans ma poche. Par contre, si je revends demain l'appartement, c'est 350 euros par mois, je les aurais récupérés. Donc ça aurait été si j'ai par exemple détenu l'appartement pendant, je sais pas, pendant 20 ans, j'aurai 240 mois de capital qui vont m'être remboursés. Donc in fine, les 240 mois de capital que j'aurais payé, alors oui, je les toucherai que 20 ans après, mais je les récupérerai à un moment. Donc, on peut même s'amuser à dire ici qu'on n'est pas à 1000 euros de cash flow par mois, réellement, on est à 1350 si on inclut le cash flow. Et d'ailleurs, alors je ne vais pas vous présenter le détail de mes Excel ici, mais on voit que j'ai une ligne ici, donc cash flow et cash flow plus capital. Donc ça, c'est vraiment, moi j'aime bien, si vous voulez, mettre en exergue cette statistique et savoir combien je rembourse de capital et combien je gagne en comptant mon cash flow plus mon capital. Voilà pour cette petite présentation statistique, chiffrée de cet appartement. Donc je vous dis, encore une fois, un exemple d'opération qu'il est possible de faire. Je vous ai expliqué un peu les tenants, les aboutissants, les particularités et les singularités de ce projet. Ça n'a pas été un projet facile parce que c'était un gros chantier, parce que je me suis lancé aussi moi à l'abordage de vouloir faire une AG avec une obtention d'autorisation de travaux auprès de la copropriété, un dépôt de permis de construire pour avoir l'autorisation de l'urbanisme et des ABF pour faire ma surélévation, chose que j'ai obtenue d'ailleurs. J'aurais pu vous montrer les plans d'ailleurs des surélévations, c'était joli, mais voilà, globalement, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec environ une enveloppe de 100 000 euros, je vous l'ai dit là ici 116 000 euros, mais parce que j'étais sur un projet particulier. Je pourrais vous faire d'autres vidéos, vous présenter les stats aussi de certains autres de mes appartements, et vous verrez qu'on sera globalement dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà, j'espère que cette petite présentation chiffrée de cette opération vous a plu. Encore une fois, comme je vous l'ai précisé déjà dans l'introduction de cette vidéo et au moment où on était sur mon écran, ça représente vraiment la moyenne de ce que je fais aujourd'hui à peu près sur des appartements de cette surface-là, de cette typologie-là, donc studio, T1, T1 bis. Encore une fois, les frontières sont assez faibles entre ces différentes typologies d'appartements, mais c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans une ville comme Toulouse, dans une grande ville, parce qu'aujourd'hui, pour avoir aussi des amis qui investissent beaucoup à Bordeaux et moi m'intéresser au marché bordelais, c'est également le genre d'opération, le genre de rendement auquel on peut s'attendre dans ces villes-là. Paris, bien évidemment, c'est encore un game à part. Je n'aurai pas la prétention de dire que vous pouvez faire ces coûts, ces achats-là à Paris. Forcément, ça va être plus cher. Bon, après, en théorie aussi, vous allez forcément gagner plus d'argent à la location. Tout est corrélé. Mais je vous l'accorde, Paris sera quand même plus compliqué d'accès pour des premières opérations quand vous avez des salaires qui sont, on va dire, classiques, en allant de 1800 jusqu'à 2500 euros par mois. Ça va être un peu difficile. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers une formation 100% offerte que j'ai mise en place. On passe un peu plus de 2 heures ensemble, je vous explique
absolument tout. On est sur mes écrans, je vous explique comment trouver les bonnes affaires, comment vous les faire financer et dans un troisième temps, comment passer de 1 à 10 biens immobiliers pour ceux qui veulent vraiment faire croître et amasser un patrimoine conséquent. Bien évidemment, attention, ça demande du travail, c'est pas un bouton appuyé et devenez riche. J'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai pas envie de vous dire que l'immobilier c'est tout beau tout rose, c'est loin d'être le cas. Mais si aujourd'hui vous avez réellement la volonté de travailler, la volonté de vous investir dans votre projet, alors à ce moment-là, l'immobilier peut être un bon moyen de commencer en partant de zéro, sans argent, grâce à l'effet de levier bancaire. Donc tout ça c'est dans la description, je te laisse regarder si ça t'intéresse. C'était un plaisir de te faire cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, je te dis à la prochaine, ciao ciao.